On considère ici la réponse en régime sinusoïdal forcé pour un circuit du second ordre. Donc, comportant une résistance, c'est-à-dire en fait la réponse en régime sinusoïdal à un oscillateur harmonique amorti. Donc je vais reprendre l'exemple de la vidéo du second ordre avec le circuit RLC série. Donc la capacité C. Sauf que donc cette fois-ci, au lieu d'avoir un générateur de tension constante, on a un générateur de FEME qui sera sinusoïdal. Donc la loi d'émail, tout le reste est pareil, donc je reprends très rapidement. On va avoir donc E qui vaut RI plus LDI sur DT plus UC. Je vais m'intéresser à la grandeur UC de T. Donc j'aurais écrit que I c'est dQ sur dt, c'est-à-dire c'est C DUC sur dt. Et donc je retrouve la loi, l'équation RC DUC sur dt plus LC D2UC sur dt2 plus UC. Et en la réécrivant comme dans l'autre vidéo, avec, on a donc D2UC sur dt2 plus, on divise tout par LC, donc R sur L DUC sur dt plus UC sur LC égale petit e sur LC. Donc l'équation qu'on avait donnée dans l'autre vidéo. On avait dit qu'on travaillait avec la forme canonique. Donc, qui était la suivante, c'était D2UC sur dt2 plus oméga 0 sur Q DUC sur dt plus oméga 0 carré UC égale oméga 0 carré E. Donc, ce qui nous permet de définir dans notre exemple à nous l'oméga 0 et le facteur de qualité Q. Donc, on avait trouvé oméga 0 qui valait 1 sur racine de LC et Q qui valait 1 sur racine de L sur C dans cet exemple. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est avec une FEM petit e sinusoïdale. Donc, l'idée est toujours la même, c'est que quand on veut résoudre l'équation, il va y avoir la solution générale avec second membre, sans second membre, que nous avons entièrement étudié dans la vidéo sur la réponse à un échelon. Et ce qu'on a vu dans chaque cas, c'est que ça correspond à quelque chose qui est transitoire, hein, qui dure un certain temps. Donc c'est ce qu'on va appeler ici le régime libre. Il est transitoire. Donc nous on a fait la réponse à un échelon, mais en prenant grand E égale 0 et des conditions initiales différentes, vous retrouvez le régime transitoire qui va tendre vers 0 avec une durée caractéristique qu'on peut déterminer. Donc c'est un régime qui est appelé transitoire parce qu'il ne dure qu'un certain temps. Et après, donc j'ai aussi ma solution particulière avec second membre. Le second membre est égal, on va la chercher justement sous la forme d'une fonction sinusoïdale. Donc on va la chercher sous la forme, donc supposons que E de t ce soit du grand E cosinus oméga t. Je prends la phase nulle éventuellement. Du coup, le UCP de t, lui, va s'écrire en grand U cosinus oméga t plus phi. Hein, il a la même pulsation que petit e, mais une amplitude et une phase a priori différentes. Et donc, la solution de l'équation, vous prenez la somme des deux, ce sera donc UC égale UCG plus UCP. Comme cette solution va tendre vers 0 assez rapidement,
au bout d'une certaine durée, t supérieure à la durée donc, du régime transitoire, on va avoir UC qui est quasiment égal à UCP. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le régime permanent. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est un régime constant, hein, ça veut dire que c'est un régime en fait qui va durer et qui aura toujours la même forme au cours du temps, donc qui sera ici sinusoïdal, hein, donc le régime permanent. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ce régime-là, hein, qui est donc le cas où UC, après la durée du régime transitoire, UC est quasiment égal à UCP. C'est un régime permanent qu'on appelle le régime sinusoïdal forcé, puisque c'est un régime qui va être effectivement avec un UC qui va être sinusoïdal, et il est forcé par l'excitateur E de T qui impose sa pulsation au circuit. Donc nous, dans tout, on s'intéresse uniquement au régime sinusoïdal forcé. Donc on n'a pas besoin de résoudre l'équation, du coup, de trouver le UCG, puisqu'on sait qu'il tend vers 0, il nous suffit de ça. C'est un oscillateur amorti, forcément il est amorti, donc le régime libre tend vers 0. Et on s'intéresse donc uniquement au régime permanent, donc à la solution avec second membre. Alors, pour faciliter les calculs, sachant que donc E et UC sont sinusoïdaux et qu'on a des dérivés, on va utiliser la notation complexe, sachant que l'équation est linéaire, donc on aura le droit effectivement d'utiliser cette notation. Donc, en prenant la notation complexe, je vais avoir le E bar qui va être un grand E exponentielle j oméga t. Le grand E est réel du coup, hein, puisque je n'ai pas pris de phase pour petit e, on peut en mettre une si on veut. Et UC, donc en régime sinusoïdal forcé, qui va s'écrire grand U exponentielle j oméga t plus phi, c'est-à-dire encore grand U exponentielle j phi exponentielle j oméga t, et on notera cette amplitude-là, grand U complexe. Donc évidemment, hein, le petit e réel, c'est la partie réelle de complexe, et le petit UC, c'est la partie réelle du UC complexe. C'est là où on a besoin que l'équation soit linéaire pour bien retrouver ces choses-là. Donc on remplace dans l'équation, on sait que dès qu'on dérive par rapport à t, puisque c'est en exponentielle j oméga t, ça multiplie par j oméga. Donc je reprends mon équation canonique que je note 1, et en notation complexe, en utilisant les notations que je viens d'écrire, on va donc avoir la dérivée seconde, donc on multiplie par j oméga au carré fois UC, plus oméga 0 sur Q fois j oméga, puisque c'est la dérivée seconde, la dérivée première, UC, plus oméga 0 carré UC, égale oméga 0 carré petit e. Donc, j'écris l'amplitude de UC, l'amplitude complexe, hein, ce que j'ai noté grand U exponentielle j phi égale grand U bar. Et je vais simplifier par exponentielle j oméga t, puisque quand je vais écrire les UC et le E, il y a des exponentielles j oméga t partout. Du coup, ça va s'écrire j oméga au carré. J carré, c'est moins 1, donc ça va faire moins oméga carré. Je mets en facteur parce que je vois que j'ai UC ici, ici et ici. Plus j oméga 0 sur Q, plus oméga 0 carré. Facteur de UC, donc c'est grand U bar exponentielle j oméga t. Bon, je l'écris quand même, je le barre après. Égale oméga 0 carré grand E exponentielle j oméga t. Donc là, je vois bien que les exponentielles s'en vont. Et il me reste donc grand U bar égale grand E sur, donc je divise tout par oméga 0 carré, il va me rester donc ici 1, c'est l'oméga 0 carré sur l'oméga 0 carré de l'autre côté, plus J oméga, donc je divise tout, j'ai dit par oméga 0 carré, donc il va rester sur oméga 0 fois Q, moins oméga carré sur oméga 0 carré. Donc voilà comment s'écrit le U bar. Alors très souvent on pose x égale oméga sur oméga 0, donc grandeur sans dimension, qui permet en fait de voir, c'est oméga mais sans dimension, hein, donc à dimensionner par oméga 0. Donc du coup on aurait U bar qui s'écrit E sur 1 plus JX sur Q moins X2. Donc voilà l'amplitude du U complexe, donc qui tient compte à la fois de l'amplitude de U et du déphasage par rapport à E, avec lequel on va travailler dans la suite. Alors, donc ce U, je vais noter la relation 2.
Donc on va étudier ce qu'on appelle la résonance ou pas d'ailleurs, hein, d'élongation, voir s'il y a une résonance. Donc ce qu'on appelle l'élongation, c'est par analogie avec l'oscillateur harmonique en mécanique. Hein. Donc ici, ce sera justement sur le UC, résonance d'élongation. Donc il y a résonance ou pas, c'est ce qu'on veut déterminer. Donc pour ce U complexe, on peut à la fois déterminer le grand U à partir du U complexe, phase phi de UC. Donc on peut éventuellement vous demander de tracer ou obtenir expérimentalement et vous demander d'analyser UC grand U en fonction de X ou phi en fonction de X. Donc si on parle de l'amplitude, donc l'amplitude, si vous regardez comment il s'écrit, on avait U bar, c'était grand U exponentielle J phi. Donc le grand U, en fait, si vous prenez le module de U bar, ben, ça fait juste grand U, puisque le module d'exponentielle J phi, ça fait 1. Donc pour trouver le grand U, il suffit de prendre le module de la relation 2, et donc ça va faire E sur, donc E supposé positif, hein, et en bas j'ai un nombre complexe, de partie réelle 1 moins x carré, et de partie imaginaire x sur q. Donc ça va faire racine de 1 moins x au carré, partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Donc, je veux tracer cette chose-là en fonction de x. Alors en fait, il va y avoir plusieurs cas possibles. Si, donc déjà, on peut regarder ce qui se passe quand x tend vers 0. Donc quand x tend vers 0, bah, le dénominateur il tend vers 1. Donc on voit que grand U tend vers E. Si x tend vers plus l'infini, bah, tout le dénominateur va tendre vers l'infini. Donc E sur le dénominateur, ça va tendre vers 0. Donc Q va tendre vers 0. Alors, deux possibilités. Soit on va avoir donc grand U en fonction donc, de x, hein, qu'on trace. Deux cas possibles. Soit on part de la valeur E et on tend vers la valeur 0 sans qu'il y ait de maximum. Donc ça va nous faire une courbe qui va ressembler par exemple à ça. Hein, ça tend vers 0. Soit on va avoir la chose suivante, c'est-à-dire qu'on part de E, mais on va passer par ici un maximum avant de tendre vers 0, donc une courbe qui va nous faire une allure à peu près comme ça. Et donc ça va dépendre uniquement du facteur de qualité. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer par la suite et de déterminer donc justement les propriétés de ce maximum quand il existe. Donc existence d'une résonance. Donc dans le deuxième cas, on dit qu'il y a résonance parce qu'il y a un maximum. Dans le premier cas, il n'y a pas de résonance. Donc on va s'intéresser à l'existence d'une résonance dans de grand U. Donc ça veut dire que U passe par un maximum. Donc s'il y a une résonance, c'est que U passe par un maximum en fonction de X. Alors je vois que U, c'est en fait E, c'est une constante, sur un dénominateur qui dépend de X. Donc s'il passe par un maximum, c'est-à-dire que le dénominateur passe par un minimum. Et si le dénominateur, comme j'ai une racine, si la racine passe par un minimum, c'est que ce qu'il y a dessous passe par un minimum. Donc finalement, ça veut dire que 1 moins x carré au carré plus x2 sur q2 admet un minimum. Donc évidemment, ça me permet de faire des calculs un peu plus simples, d'avoir remarqué cette chose-là. Et du coup, cette fonction, je vais l'appeler f de x. Si elle admet un minimum, c'est que sa dérivée est nulle. Donc f' de x, c'est égal à 2 fois 1 moins x carré fois moins 2x, ça c'est la dérivée de premier terme, plus 2x sur q2. Donc je vais avoir la chose suivante, ça va me faire du moins 4x plus 4x cube plus 2x sur q2. Donc je vois que je peux mettre déjà x en facteur, même 2x. Donc facteur de 1 sur q2 moins 2 et puis plus 2x carré. Donc moi je veux que ce soit nul pour que ça admette un minimum. Donc ça fait soit x égale 0, mais x égale 0 c'est oméga égale 0, donc c'est pas un régime sinusoïdal forcé. Donc c'est un cas que je n'envisage pas. Ou alors le crochet qui vaut 0, c'est-à-dire donc
2x carré qui est égal à 2 moins 1 sur Q2. Donc x qui est égal à racine de x carré. Donc racine de 1 moins 1 sur 2Q2. Donc, U passera par un maximum donc, dans le cas où effectivement, donc s'il passe par un extrémum, j'aurai cette valeur-là de X de résonance. Hein, donc je vais marquer, je vais taire, XR pour résonance. Ce sera la valeur de X à la résonance. Donc oméga, sera déterminé par cette valeur-là, puisque X c'est oméga sur oméga 0. Et ça existe si cette racine est définie. Donc existe si la racine est définie, c'est-à-dire si ce qu'il y a sous la racine est positif ou nul. Donc c'est-à-dire 1 moins 1 sur 2Q2 est positif ou nul, ce qui me fait 1 qui est supérieur à 1 sur 2Q2. Donc ça me fait encore Q donc, qui est supérieur à 1 sur racine de 2. Donc la condition pour qu'on ait un maximum, c'est effectivement Q supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Donc si on reprend les cas de tout à l'heure, ici pas de résonance, on est forcément à Q qui est inférieur à 1 sur racine de 2. Donc un facteur de qui est assez petit, donc je rappelle que ça correspond à un amortissement grand. Et inversement ici, donc on aura résonance, ça veut dire que Q est forcément supérieur à 1 sur racine de 2, donc un amortissement plus faible. Alors on voit que dans ce cas-là, j'avais trouvé la valeur de X à la résonance. Alors attention, on voit qu'effectivement, pour une résonance dite d'élongation, c'est-à-dire ici pour le UC, on voit que la résonance ne se fait pas à oméga égale oméga 0, mais un petit peu avant, hein, puisque XR, c'est la racine de 1 moins 1 sur 2Q2, Q étant positif, hein, c'est plus petit que 1. Donc attention, hein, la résonance a lieu pour X égale XR, c'est-à-dire qui est plus petit que 1, donc oméga R, alors suivant les valeurs, hein, qui est plus petit qu'oméga 0. Donc évidemment, si Q est grand, on voit de suite que 1 sur 2Q2 va être petit devant 1, et donc effectivement, XR va se rapprocher de 1. Mais bon, si Q est relativement faible, si on n'est pas très au-dessus de 1 sur racine de 2, il va y avoir une grande différence entre la valeur de la résonance ici, hein, du XR, et la valeur de 1, X égale 1, qui va être évidemment au-dessus. Voilà. Alors cette différence, si on vous donne la courbe expérimentale, si la différence est manifeste, vous pourrez en déduire éventuellement la valeur du facteur de qualité Q. Maintenant, si Q est assez grand, FSR il sera quasiment en 1 et vous ne verrez pas la différence. Donc ça ne vous permettra pas de déterminer expérimentalement la valeur de Q. Alors justement, comment déterminer expérimentalement la valeur de Q? Ben, en fait, donc ça va décrire simplement la valeur de ce maximum. Donc si on n'a pas de résonance, vous ne pourrez pas la déterminer expérimentalement simplement. En revanche, s'il y a résonance, donc dans le deuxième cas, on va pouvoir la déterminer parce que si maintenant on calcule la valeur du maximum, ben, on a dit donc que c'était, donc je reprends la formule, hein, c'est E sur racine de 1 moins XR au carré, le tout au carré, plus XR carré sur Q2. Donc je reprends les valeurs que j'ai données précédemment. Donc je vois que le 1 moins XR, en fait, si je réutilise cette 1 moins XR carré, c'est 1 sur 2Q2. Donc du coup, pour aller un peu plus vite, du max, ça va donc être E sur racine de 1 sur 2Q2 au carré. Et puis plus le XR carré sur Q2. Le XR carré, donc on en a ici, c'est 1 moins 1 sur 2Q2. Donc ça va faire 1 moins 1 sur 2Q2 fois 1 sur Q carré. Et donc c'est égal à E sur racine de 1 sur 4 Q4 plus 1 sur Q2 moins 1 sur 2 Q4. C'est-à-dire encore E sur racine de 1 sur Q2 moins 1 sur 4 Q4. Je vois que je peux mettre le 1 sur Q2 en facteur, il sort de la racine, donc ça va faire du 1 sur Q. Du coup, je peux le mettre en haut.
ça va faire E fois Q sur racine de 1 moins 1 sur 4Q carré. Donc voilà la valeur de Umax. Alors, si Q était petit, on a vu que du coup le XR était franchement différent de 1 et vous pouvez déterminer le XR à partir de la courbe expérimentale et du coup en déduire Q. Si Q est grand, maintenant, vous voyez que 1 sur 4Q2, ça va être petit devant 1. Et du coup, Umax va être à peu près égal à E fois Q. Donc en fait, en mesurant directement la valeur de Umax, la valeur de Umax c'est cette valeur-là. En mesurant directement la valeur de Umax, elle est égale à presque à EQ, donc quand Q est grand, vous en déduisez directement la valeur de... Bon, le vous a bien sûr donné, donc vous en déduisez la valeur de Q. Donc pour déterminer expérimentalement la valeur de Q ici. Ou alors, donc, comme je disais tout à l'heure, si Q est petit, vous pouvez éventuellement le déterminer ici. Et donc, ça évidemment que dans le cas où vous avez résonance. Et donc, le XR, il sera déterminé bien sûr par cette formule-là, après à partir de Q, et donc vous avez aussi l'oméga 0. Donc, pardon, vous avez... Non, ça c'était XR. Et donc, le oméga 0, alors pour trouver justement le oméga 0, je reviens dessus, la meilleure solution, c'est de passer par la courbe en phase. Donc, la courbe en phase, je reviens avec mon U complexe qui s'écrivait grand E sur racine de... pardon, le U complexe... grand E sur 1 plus Jx sur Q moins x carré. Alors, si on s'intéresse à la phase, on rappelle que U bar, c'est U exponentielle J phi. Donc, alors, plusieurs façons de faire, soit vous calculez phi. Donc, ça peut se faire, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va écrire que phi, c'est l'argument de U complexe. C'est donc l'argument du rapport, donc c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. E est supposé réel positif, donc l'argument vaut 0. Et l'argument d'un nombre complexe donc, se trouve à partir de la tangente. Donc là, j'ai moins phi qui vaut l'argument de 1 plus jx sur q moins x2. Et donc, je sais que tangente de moins phi, c'est égal à tangente de l'argument de la droite. Et l'argument d'un nombre complexe, justement, la tangente, c'est la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, la partie imaginaire, ça va être x sur q. Et la partie réelle, c'est 1 moins x2. Alors après, pour passer à l'arc tangente, il faut que la partie réelle soit positive. Donc, tout dépend de la valeur de x par rapport à 1. Bon, vous pouvez aussi simplement, donc souvent, ce qu'on vous donne, la phase, on vous la donne. Ou alors, vous pouvez la tracer très simplement. Donc, vous retenez que c'est une notion un peu de courbe en arc tangente. L'idée, c'est que vous pouvez regarder un petit peu ce que ça fait quand x tend vers 0, quand x tend vers 1 et quand x tend vers plus l'infini. Alors, si x tend vers 1, je vois que U bar, le dénominateur, donc, il est à peu près x tend vers 0, donc le dénominateur est à peu près égal à 1. Donc, U bar, c'est à peu près E, qui est un nombre réel positif. Donc, j'en déduis que la phase de ce nombre complexe vaut 0. Si je me place dans le cas où x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, le dénominateur, je prends un équivalent. Le terme le plus grand, c'est le terme en moins x carré. Donc, j'en déduis que le U bar, c'est à peu près du moins E sur x carré. Donc, c'est un nombre réel, mais cette fois-ci qui est négatif. Donc, ça veut dire que phi va tendre vers pi ou moins pi. Alors, pour savoir justement si c'est pi ou moins pi, je vais regarder ce qui se passe quand x tend vers 1. Et je vois que là, il se passe quelque chose de particulier, c'est-à-dire que 1 moins x carré vaut donc 0. Donc, en fait, je trouve que U bar, c'est équivalent à E sur Jx sur Q, c'est-à-dire à moins E Q sur X fois J. Donc, c'est un nombre imaginaire pur avec donc une partie imaginaire qui est négative. Donc, ça veut bien dire que phi tend vers moins pi sur 2. Et du coup, quand je trace phi en fonction de x, je vois que pour x égale 0, donc on a 0. En x égale
1, je trouve moins pi sur 2. Donc on passe par cette valeur-là. Et quand x tend vers plus l'infini, on tend vers moins pi, donc vers cette valeur-là. Donc on va avoir une courbe qui est cette allure-là. Alors on peut montrer que si Q est grand, justement, on va être très proche de la courbe asymptotique là, qui passe par... donc qui ferait 0, puis après qui serait verticale, et puis après qui est en x égale 1 ici. Hein, je vous la trace, de celle qui ferait ça. Et que plus Q est petit, donc plus on a un amortissement important, plus on va s'écarter de cette courbe-là. Donc on va avoir des courbes par exemple comme ça. Hein, ça ce sera pour Q petit, c'est-à-dire un fort amortissement. Alors l'intérêt qu'on voit ici, qu'on n'avait pas sur l'autre courbe, la courbe en amplitude, puisque la courbe en amplitude, la valeur intéressante de la courbe c'était XR, donc c'était pas x égale 1. On voit ici l'intérêt, c'est que, c'est ce que j'ai donné ici justement, hein, c'est qu'en x égale 1, vous avez phi qui tend vers moins pi sur 2. Donc sur la courbe expérimentale, il est très facile de déterminer en face, et très facile de déterminer la valeur de oméga 0, puisque vous passez par phi égale moins pi sur 2 quand oméga égale oméga 0. Et donc, à partir de la courbe expérimentale, vous allez déterminer la valeur d'oméga 0 comme ceci. Donc, on a déterminé les différents amortissements. Alors, j'ai oublié de rappeler ici, hein, bien sûr, on a amortissement les maxima. On a vu que le maximum, en gros, il était proportionnel à E fois Q. Donc, évidemment, plus Q est grand, plus la résonance est importante, hein, dans la courbe qui est ici. C'est-à-dire que ici, je fais par exemple un facteur de qualité qui serait plus petit, la résonance serait donc Q plus petit. Hein, et là, vous avez un facteur de qualité Q qui est plus grand. Plus le facteur de qualité est grand, plus il y a résonance. Voilà. Et donc, on a vu expérimentalement comment on pouvait déterminer le facteur de qualité et le oméga 0 à partir des deux courbes qui vous sont fournies, dans le cas où, bien sûr, pour le facteur Q, dans le cas où ce facteur Q est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Alors, si on étudiait la résonance en vitesse, qui n'a pas l'air explicitement au programme, là, c'est-à-dire la résonance en vitesse, ici, ça correspondrait à la courbe de l'intensité en fonction de x. Et là, pour le coup, s'il y a résonance, elle se fait en x égale 1. Et du coup, il n'y a plus cette différence entre xr et 1.